Moscou. L'immeuble est massif, sans grâce, comme une gare ou une caserne. Il est particulièrement bien situé, au cœur de la ville, au bord de la Moskova, à une encablure du Kremlin. Il compte plusieurs centaines d'appartements, du studio aux 5 pièces, beaucoup avec balcon, les plus luxueux avec terrasse, vue imprenable, lumière, espace, confort. De quoi attirer ceux qu'on appelle les nouveaux Russes, pour ne pas dire les nouveaux riches, et les hommes d'affaires occidentaux qui peuvent se permettre des loyers bien supérieurs à ceux de Paris, Londres ou New York. Quel paradoxe, car la maison sur le quai avait été imaginée pour remplir une toute autre fonction, abriter l'élite révolutionnaire de l'Union soviétique, lui épargner toutes les tâches matérielles qui auraient pu la détourner de sa mission. Quelque chose comme le communisme dans un seul immeuble. Mais Staline aidant, l'utopie a viré au cauchemar, et ce sont les habitants de cette cité qui se voulaient radieuses qui ont les premiers fait les frais des purges organisées par le successeur de Lénine. Tel fut le sort des parents de Natalia Rykova. Son père, Alexei Rykov, proche de Lénine, avait été nommé en 1924 à la tête du gouvernement soviétique. C'est de la maison sur le quai qu'il partira vers la mort, comme sa femme. Toute leur vie montre à quel point ils ont vécu pour les autres. Mon père comme ma mère. Ma mère s'est consacrée à la Révolution dès l'âge de 15 ans. Autre victime de l'immeuble, les parents d'Irina, qui a 8 ans lorsqu'ils emménagent. Son père, l'amiral Mouklevitch, est l'un des plus hauts responsables de la flotte soviétique. Ils rêvaient tous de ce moment où les ouvriers vivraient bien. Père avait pris les écrits de Marx au pied de la lettre. Dès qu'il y aura la révolution et que les ouvriers arriveront au pouvoir, alors immédiatement, il n'y aura plus ni riches ni pauvres. À 92 ans, Tamara Teregiosarian vit toujours dans la maison sur le quai. Ex-communiste de choc, elle s'y est installée en 1931, chez son frère, un membre important de la nomenclatura, mort avant les purges. À cette époque, il travaillait déjà à un haut niveau dans l'administration soviétique. Il avait occupé le poste de président du comité exécutif, c'est-à-dire de maire, dans plusieurs villes. Il était membre du gouvernement, membre du comité exécutif central de l'URSS. Vladimir Kouibitchev, lui aussi, habite toujours sur le quai. Depuis le décès de son père, Valérian, qui dirigeait le Gosplan. Vladimir n'a jamais cru à la mort naturelle de son père. Je suis arrivé dans cette maison avec ma mère après la mort de mon père en février 1935. On nous a attribué un appartement de 3 pièces au 9e étage, dans l'entrée numéro 14. Misha Korchounov n'a pas non plus connu directement la répression. Mais il a passé son adolescence ici. Son père était directeur de l'Inn Touriste. Historien et romancier, Misha est resté fasciné par les lieux, leur histoire, la tragédie de leurs anciens occupants. Ils ont décidé de construire une maison, un complexe pour loger tous les dirigeants, c'est-à-dire les commissaires du peuple, leurs adjoints, les officiers de haut niveau. Cela faisait partie du romantisme révolutionnaire. C'était une sorte de rêve.
Moscou, printemps 1918. Le gouvernement bolchevique a quitté Saint-Pétersbourg, trop décentré, trop occidentalisé, trop embourgeoisé, pour s'installer à Moscou la prolétaire. Du jour au lendemain, la ville explose, se transforme en centre mondial de la révolution. Les nouveaux fidèles affluent, de la périphérie russe comme du monde entier. 1926, Lénine est mort depuis 2 ans déjà, c'est maintenant Félix Dzerzhinsky, le fondateur de la Tchéka, la police politique, qu'on enterre. Ils sont tous là pour rendre hommage à l'un des premiers praticiens de l'éradication de l'ennemi de classe. Trotsky, qui sera expédié en exil 2 ans plus tard. Rykov, qui peut encore se croire le successeur de Lénine. Kouibitchev, l'homme de l'économie. Mais surtout, Staline, qui contrôle déjà tous les rouages de l'appareil du parti. C'est encore la paix armée entre les héritiers de Lénine. Il revient à Rykov d'annoncer solennellement un projet grandiose, la construction de la maison sur le quai, un immeuble de conception révolutionnaire. La décision a été prise de construire non pas une simple maison d'habitation, mais la maison du futur. La préfiguration de ce qu'on construirait à l'avenir sous le gouvernement communiste, puisqu'on était en marche vers le communisme. Le chantier est ouvert en 28, entre 2 bras de la Moskova. De très profondes fondations sont nécessaires car le sol est marécageux. Mais peu importe, on va dépenser sans compter. On achète même du matériel moderne à l'étranger. Avec ses 10 étages, l'immeuble sera le plus haut de Moscou. Le plus vaste aussi, plus de 500 appartements sont prévus. Mais il faut faire vite. C'est là, sur le tas, que va être inventée la fameuse doctrine de l'émulation socialiste dans le travail. Pour la première fois sont apparus alors les slogans « Allez, allez, allez !» avec 3 points d'exclamation. On accélère le chantier. Plus vite, plus vite, plus vite. Plus qu'un immeuble d'habitation, c'est un complexe, une cité en miniature qui émerge au centre de la capitale, avec un théâtre et un cinéma. Après 2 ans d'efforts, l'édifice est sorti de terre. C'est tout un quartier, jusque-là paisible, qui va devoir s'en accommoder. Architecture lourde, solennelle, mais les appartements sont d'un luxe inconnu. Chauffage central et eau chaude à volonté, tout a été prévu. Une poste, un salon de coiffure, une épicerie et même une laverie. Le restaurant peut servir jusqu'à 1500 repas, mais les individualistes peuvent emporter leur plateau chez eux. Quant aux enfants, ils sont pris en charge par des répétiteurs dès la sortie de l'école. Devoirs surveillés, entraînement aux langues étrangères et éveil de la conscience de classe. Pour les plus petits, crèche et dispensaire libèrent les parents de tout souci. Le concept, à l'origine de cette maison, c'était que chacun de ses habitants devait pouvoir, en rentrant de son travail, avoir accès à tous les services, absolument tous. Il pouvait disposer de tout sur place sans sortir de la maison. L'objectif de ceux qui ont construit cette maison était que les femmes, les épouses des hommes qui y vivaient, soient complètement déchargées des tâches ménagères et que l'éducation de leurs enfants ne leur prenne pas trop de temps. Parce qu'elles étaient membres du parti, elles faisaient une carrière et leur travail, c'était toute leur vie. Ici s'installent ministres, pudiquement rebaptisés commissaires du peuple, hauts fonctionnaires, artistes, officiers supérieurs, journalistes, vieux révolutionnaires. C'étaient des bolcheviks de la première heure, qui croyaient sincèrement aux idées de Lénine. C'étaient des gens qui vivaient très modestement. Ils étaient très unis. Leur amitié remontait au temps où ils avaient été en exil ensemble sous le tsar. Le but est d'abolir les classes, mais les différences demeurent. Aux dignitaires du régime, les vastes appartements de 5 pièces et la vue sur le Kremlin.
le tout venant de la nomenclatura, se contente de 2 ou 3 pièces, avec ou sans balcon, avec vue sur la cour. À ce moment-là, ils étaient tout jeunes pour la plupart, ces commissaires du peuple, ces vice-commissaires du peuple, ces cadres de haut niveau de l'administration centrale. Ils avaient tout juste la trentaine. Ils n'hésitaient pas à aller passer leur soirée au dancing. À l'époque, c'était tout à fait nouveau et à la mode. Il y en avait un au sous-sol du cinéma Oudarnik avec un plafond voûté pour une bonne acoustique. On jouait du jazz et ils dansaient. Ils dansaient le foxtrot, le tango. Nous avons une enfance heureuse, nous faisons du sport, nous jouons au tennis. Tout ça était possible. Nous lisons des livres. Tout est stable dans notre vie. Nous aimons nos parents nous aiment. Investie par ses habitants, la maison sur le quai se met à vivre, d'une vie sans doute moins révolutionnaire que ne l'avaient rêvé ses concepteurs. Les réunions de famille font toujours recette, les premières cigarettes aussi, et le téléphone, bien sûr. Dehors, la vie continue elle aussi. Difficile, dure à l'usine, comme dans les campagnes dévastées par la collectivisation. Loin de la maison sur le quai, et faute d'un tel paradis pour tous, il reste la propagande pour tous, même si elle ne convainc personne, sauf à l'étranger. Des images pour tous, mais des images mensongères d'un bonheur simple, d'une joie de vivre rayonnante, des promenades à 3, des promenades à 2, de saines compétitions sportives et des dents blanches. La réalité est à l'opposé de la propagande. Depuis 1918, la population soviétique est sous la surveillance de la Tchéka, rebaptisée GPU, puis NKVD et enfin KGB. Lénine, lui, avait désigné comme gibier l'ennemi de classe, réel ou potentiel, et tous les révolutionnaires qui contestaient l'hégémonie communiste. Staline va plus loin. Chaque membre du parti est suspect. Et plus il est monté haut dans la hiérarchie, plus il sera suspect. Au lieu de concierge, il y avait des gardiens. Ils étaient armés. Quand quelqu'un entrait dans le hall, le gardien lui demandait son nom et qui il venait voir. Puis il appelait le locataire pour lui demander « Est-ce que je peux laisser monter telle personne chez vous ?» Si la réponse était positive, le gardien laissait entrer le visiteur et notait dans son cahier que Petrov, par exemple, était venu chez Ivanov. Et puis, il notait aussi à quelle heure ce Petrov était reparti. Et si ce Petrov ne se décidait pas à partir et s'apprêtait à passer la nuit chez Ivanov, le gardien décrochait encore son téléphone et disait « Il est interdit de rester pour la nuit. Il faut demander une autorisation spéciale à la direction de la maison. Si vous n'avez pas l'autorisation, ayez l'amabilité de partir. » NKVD exerçait un contrôle direct et strict sur la vie de la maison. Le directeur de l'immeuble était relié au Kremlin par une ligne de téléphone directe. Et il y avait quelqu'un de garde dans son bureau, 24 heures sur 24. Même si c'était très confortable d'habiter ici, ces conditions faisaient que tous les locataires se repliaient sur eux-mêmes. Staline a déjà fait condamner nombre de communistes pour sabotage économique. Mais c'est après le 1er décembre 1934 que la terreur s'emballe. Ce jour-là, Sergueï Kirov, responsable du parti pour la région, est assassiné à Leningrad. Au même moment, à Moscou, Natalia Rykova est au théâtre avec son père. Nous avions été invités. Nous avions de bonnes places, comme d'habitude, au 3e ou 4e rang. À un moment, la porte d'accès à la salle s'est ouverte
Et un jeune homme, courbé pour ne pas trop gêner les spectateurs, a traversé la salle en courant. Il s'est penché vers mon père et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Puis il a immédiatement fait demi-tour et il est reparti. La tête de mon père, je ne l'oublierai jamais. Il est devenu tout rouge, presque violet. C'était bizarre. C'était comme si son visage s'était décomposé. Il s'est penché vers moi et m'a dit « Kirov a été tué à Saint-Pétersbourg. C'est le signal du déclenchement de la terreur. » Le meurtre de Kirov crée la stupéfaction. L'homme était populaire. La foule se presse à son enterrement, soigneusement mis en scène par Staline. Le dictateur est-il responsable de l'assassinat d'un homme en qui il voyait un rival ? Impossible encore de l'affirmer avec certitude. Sans doute, Yagoda, en charge de la police politique depuis une dizaine d'années, en savait-il beaucoup plus. Mais Staline prendra la précaution de le faire arrêter en 1937 et fusillé l'année suivante. Des vagues d'arrestations suivent cet assassinat. La grande purge des cadres communistes commence. Le jour même de la disparition de Kirov, Staline a d'ailleurs signé un décret accélérant l'examen des crimes politiques et prévoyant l'application sans délai de la peine de mort. En ce temps-là, tout le monde avait peur. La peur était partout. Tout le monde devait avoir peur de quelque chose, avoir des soupçons, des craintes, chercher des ennemis. Des ennemis, il fallait en trouver partout. Alors on en cherchait. Lancée à la fin de 1934, la terreur s'amplifiera encore lorsque Yagoda sera remplacé en 1936 par Yezhov, surnommé le nabot sanglant de Staline. Il ne mesurait qu'1,55 m. Mais pour l'heure, c'est de Rykov dont Staline veut se débarrasser. Il ne lui pardonne pas de s'être opposé avec Boukharine à la collectivisation des terres. Et si Rykov a perdu la direction du gouvernement en 1930, il jouit d'une influence certaine. Il est encore ministre des Postes. Comme c'était un homme plein d'esprit et de gaieté, il disait « Me voilà facteur, toute ma vie j'ai rêvé d'être facteur ». C'est alors que Staline lui tente un piège. Il l'envoie pour une longue tournée d'inspection dans tout le pays jusqu'en Sibérie. Bien sûr, c'était un coup monté. Et ensuite, on l'a accusé d'avoir essayé de rassembler des partisans pendant ce voyage. À son retour, Rykov est inscrit sur la liste des adversaires à abattre. Staline va jouer avec lui comme un chat avec une souris. Accusé de comploter, il perd son appartement de fonction du Kremlin. On lui attribue un logement dans la maison sur le quai avec vue sur le Kremlin. Où Staline, faussement navré, lui fait parvenir copie des témoignages fantaisistes et accusateurs de ses anciens collaborateurs. Des coursiers nous apportaient à la maison de gros dossiers. Ils contenaient toutes sortes de choses terribles. Il y avait des dénonciations et les procès-verbaux des dépositions que de pauvres gens faisaient sous la torture. Des secrétaires, des chauffeurs, des relations, des collègues, c'était sans fin. Et des documents comme cela, il y en avait des piles énormes sur le bureau de mon père. Quant à Staline, il disait « Il y a peut-être un ou deux faits inexacts dans ce que disent les témoins, mais l'ensemble des accusations est juste. » Ce jeu sadique va durer jusqu'en février 1937. Rykov est alors convoqué à un plénum du comité central où il est violemment mis en accusation, ainsi que Boukharine. Tous les deux sont dénoncés comme des comploteurs de l'opposition de droite.
Quand il rentrait de là-bas, il racontait à ma mère ce qui s'était passé. Il répétait très souvent la même phrase. Ils veulent me mettre au trou. Le dernier jour où je l'ai vu, il est parti le matin au Kremlin pour la réunion. Comme toujours, puisque c'était l'habitude dans la famille, je lui avais préparé un costume, une chemise, une cravate, enfin tout ce qu'il faut dans ces cas-là. Et il est parti. Et puis il est rentré très tôt. On était en hiver et il faisait encore jour. Il est rentré, je l'ai aidé à se débarrasser de son manteau. Il s'est dirigé vers son bureau sans dire un seul mot. Moi, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu rentré si tôt? Comment ça s'est terminé? Est-ce qu'ils ont décidé quelque chose? Ils n'ont rien décidé ?» Bref, je l'ai bombardé de questions, mais il ne répondait pas. Je suis allée voir maman et maman m'a dit « Téléphone à Poskryobitchov ». C'était le secrétaire de Staline. J'ai appelé Poskryobitchov et je lui ai dit « Papa est rentré à la maison. Est-ce que vous avez besoin de lui là-bas ou pas? Il ne veut pas me parler. Il ne répond pas à mes questions. Bon, si on a besoin de lui, je vous appelle. » Quelques heures se sont écoulées. Poskryobitchov a rappelé et il m'a dit « J'ai envoyé une voiture. » Ni maman ni moi n'avons pensé qu'il s'agissait de son arrestation. Comment aurions-nous pu penser une chose pareille? Je lui ai à nouveau apporté ses vêtements et je suis descendue avec lui à pied par l'escalier. Nous avons marché jusqu'au pont, nous avons vu la voiture qui franchissait le pont, c'était sa voiture, du commissariat du peuple. Alors nous nous sommes dit au revoir, selon notre habitude. Il m'a serré la main et m'a embrassé 3 fois à la russe. Il est monté et la voiture est partie. Je suis rentrée à la maison et nous l'avons attendu. Soudain, on a sonné à la porte. Je suis allée ouvrir, j'ai ouvert la porte et une foule d'hommes en uniforme a fait irruption dans l'appartement. Ils étaient plus de 20 pour la perquisition. Ils se sont conduits, bien sûr, d'une façon étrange et brutale, ces gens. Ils ont jeté par terre tous les livres, les miens, ceux de maman. Ils ont dévissé les pieds des meubles. Et moi, j'étais si furieuse que j'en rajoutais. Vous devriez soulever les lames du parquet. Rykov a peut-être caché quelque chose en dessous. La femme de Rykov est arrêtée quelques mois après lui. Natalia, professeure de russe, est chassée de son travail comme fille d'ennemis du peuple. Ces ennemis que l'on conspue au cours de réunions organisées dans les usines. Le temps de la délation, de la suspicion et de la peur s'installe. Les arrestations se multiplient, surtout la nuit ou au petit matin. On ne dort plus, à l'affût du moindre bruit. On se tient prêt en permanence au cas où il viendrait. Tout le monde épie tout le monde. Chacun se méfie de l'autre. À cette époque, j'avais la sensation que je pouvais être arrêtée tout comme les autres. J'avais peur. Et quand je rentrais à la maison, c'était horrible. Je fermais la porte à clé et j'avais l'impression d'être protégée, qu'on ne pouvait plus m'atteindre. Les gens vivaient dans la peur. Ils avaient peur de parler. Les choses importantes, dangereuses, les gens en discutaient à voix basse. Ou bien ils allaient dans la salle de bain, ils faisaient couler l'eau pour que le bruit couvre les voix, parce qu'il y avait des micros branchés partout. Et surtout dans cette maison.
Les gens s'efforçaient de ne pas aborder les problèmes qui étaient liés aux événements politiques, parce que chaque discussion était risquée. Si vous discutiez avec un ami, vous n'étiez jamais sûr qu'il n'allait pas répéter vos propos ou vous dénoncer. On ne pouvait se fier à personne. Il y avait même des enfants qui dénonçaient leurs parents. Certains faisaient comme si tout était normal, comme si tout allait bien. C'est une sorte de réflexe d'autodéfense. Si vous habitiez dans les derniers étages, vous pouviez voir en descendant en ascenseur le matin un nouvel appartement sur lequel on avait mis les scellés. Le soir, il y en avait un de plus. Le lendemain, encore un. Mais tous ces gens, ces habitants de l'immeuble, savaient qu'il ne fallait pas poser de questions aux gardiens qui se tenaient au rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi a-t-on mis les scellés sur cette porte? On faisait semblant de ne rien voir. La maison sur le quai devait être le paradis communiste. Elle est devenue l'antichambre de la mort, où chacun attend son tour pour partir en enfer. C'est la nuit, il est minuit, tout le monde dort. Toutes les lumières sont éteintes. Et puis dans un appartement, on allume la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont là pour faire une perquisition et arrêter quelqu'un. Une nuit, on a allumé d'un coup dans 8 ou 10 appartements. Tout le monde savait, c'était déjà une habitude, que c'était la nuit qu'ils venaient chercher les gens. Et tout le monde écoutait, le cœur serré, le bruit des pas dans l'escalier et les coups frappés à une porte. Ils montaient par l'escalier lentement, sans faire de bruit. Ils sonnaient à la porte, entraient dans l'appartement et exigeaient un silence complet. Seule la lumière qu'on allumait pour procéder à la perquisition révélait qu'il se passait quelque chose. Ils disaient « Habillez-vous, nous attendrons ». Et pendant que vous vous habillez, ils surveillaient pour que vous ne risquiez pas d'avaler quelque chose, de mâcher quelque chose, de cacher quelque chose, pour que vous ne puissiez pas détruire quelque chose, pour que vous ne vous tiriez pas une balle dans la tête, pour que vous ne vous empoisonniez pas. Il n'est coupable de rien, d'absolument rien. Il dit à sa femme en la quittant, « Ne t'inquiète pas, on va tirer ça au clair. Tout cela n'est qu'un malentendu. Je vais bientôt revenir. » On faisait monter dans une voiture celui qu'on avait pris. Quel mot déplaisant. La voiture démarrait, passait le grand pont de pierre et prenait la direction du siège du NKVD. Le système qui présidait à ces arrestations n'était pas logique. On ne pouvait pas dire, par exemple, que si tel groupe de personnes avait été arrêté, alors forcément un tel serait arrêté. Non, un tel restait en liberté. Et puis il y avait des dénonciations, les lettres anonymes se multipliaient. Les gens adressaient des courriers au NKVD ou à une autre instance pour différentes raisons. Peut-être parce qu'ils avaient envie d'avoir l'appartement de leur victime. Les appartements des ennemis du peuple sont réaffectés. Yakov Smushkevitch s'installe dans la maison sur le quai à la fin des années 30 avec sa femme et sa fille Rosa. Papa commandait une brigade de l'armée de l'air en Biélorussie. De là, il est parti en Espagne en tant que volontaire, comme on disait. Quand il est revenu d'Espagne, il a été nommé adjoint du commandant en chef de l'armée de l'air de l'URSS. Et en 2 ou 3 semaines, nous nous sommes retrouvés à Moscou. Et on nous a attribué un appartement dans la maison sur le quai. La rapide promotion de Smushkevitch a une explication. Staline vient d'éliminer par milliers les cadres de l'armée rouge. Il faut les remplacer. Staline avait de bonnes relations avec papa. Aux réunions du bureau politique, il lui demandait toujours son avis. On peut le voir en lisant les sténogrammes. Il lui témoignait de l'estime, il l'appelait par son prénom, mais cela ne voulait rien dire, au contraire. À chaque fois qu'il était aimable, qu'il montrait de l'intérêt pour quelqu'un, un peu plus tard, il en faisait sa prochaine victime. La purge a commencé au début de 1937.
Elle est symbolisée par un nom, celui du maréchal Tourachevski, vice-ministre de la Défense, arrêté en mai, condamné pour espionnage et trahison et exécuté 1 mois plus tard avec 7 généraux. Поднять бокалы за великого Сталина, который ведет нас по светлой дороге к коммунизму. L'épuration de l'armée a fait plus de 35 000 victimes parmi les officiers. L'amiral Mouklevitch en fait partie. Ancien commandant de la flotte, il est en semi-disgrâce. Le 27 mai, alors qu'il inspecte les chantiers navals de Leningrad, sa fille, Irina, sort de l'école et revient à leur appartement de la maison sur le quai. Elle a 14 ans. J'entre dans le hall. Le gardien m'ouvre la porte et me lance un regard bizarre. J'ai vu ce regard bizarre, mais je n'ai pas compris. L'ascenseur arrive à notre étage. Je sonne à la porte et je me dis que maman doit être à la maison parce que je vois qu'il y a de la lumière dans toutes les pièces. Mais c'est un militaire qui m'ouvre la porte, un inconnu. Il porte une casquette bleu clair, celle de l'uniforme des hommes du NKVD. 8 autres agents du NKVD sont dans l'appartement. Ils fouillent les armoires, vident les tiroirs, inspectent les bibliothèques. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me dit rien, assieds-toi sur le canapé. Je jette un regard en direction du canapé et je vois notre femme de ménage. Le temps passe. À minuit, je lui demande « Mais où est maman ?» Et à cet instant, justement, j'entends quelqu'un ouvrir la porte d'entrée avec la clé. Je suis absolument sûre que c'est maman. Elle pouvait avoir été retenue au bureau. Je me lève d'un bond, je cours vers la porte en criant « Maman !» L'homme qui était en faction derrière la porte m'écarte d'un geste. Il ôte la chaînette et je vois un autre militaire en casquette bleu clair. À la main, il tient le porte-clés de maman. J'ai compris que maman avait été arrêtée. Les policiers ordonnent à Irina de se rasseoir sur le divan. La perquisition continue. Ils ont emmené 8 gros sacs de documents. Toute la correspondance de papa. Toute sa vie. Prévenu de l'arrestation de sa femme, l'amiral Mouklevitch rentre précipitamment de Leningrad. Irina va le chercher à la gare. J'ai vu à son visage qu'il voulait absolument me dire quelque chose. Il m'a prise par la main et m'a dit « Iris, il peut m'arriver la même chose qu'à maman. Ne l'oublie jamais. Ni maman, ni moi n'avons rien fait de mal. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. » Il pensait qu'on allait l'arrêter sur place immédiatement. C'est ce qu'il m'a raconté par la suite. Sitôt revenu à son appartement, Mouklevitch écrit à Staline pour se porter garant de sa femme et s'étonner de son arrestation. Il a écrit qu'il connaissait maman depuis 20 ans et qu'il savait qu'elle était une communiste honnête et qu'il se portait garant de ses actes. Il se portait garant de ses propres actes et encore plus de ses actes à elle. L'amiral et sa fille portent eux-mêmes la missive au Kremlin, de l'autre côté de la Moskova. Un peu plus tard, Mouklevitch reçoit un appel du Kremlin. Au téléphone, on lui a dit « Roman Adamovitch, vous êtes convoqué au comité central. » Et on avait été si poli avec lui que quand papa a raccroché, j'ai vu un sourire sur son visage. Et il m'a dit
Tu sais, je crois qu'avec ma lettre et ce que Voroshilov a dit, l'affaire est réglée. Nous allons revenir ensemble à la maison. On me convoque au comité central. J'y vais tout de suite. Et nous rentrerons tous les deux, maman et moi. Et il était si rassuré, si heureux. Mais au moment de quitter l'appartement, il s'est arrêté un instant et il m'a dit, « Tu sais, il m'appelait Iris. Iris, si jamais à minuit pile je ne suis pas rentrée, appelle Voroshilov chez lui. Son numéro est sur mon bureau. » J'ai attendu papa. À minuit, il n'était toujours pas là. Je voulais me lever pour aller téléphoner à Voroshilov, mais à ce moment-là, quelqu'un a sonné à la porte. J'avais le cœur serré. Je me suis dit, ou bien c'est papa, ou bien c'est encore des hommes du NKVD. J'ai ouvert la porte et c'était encore les 9 hommes, les mêmes. Papa, lui, n'était pas là. Et c'est tout. C'est la dernière fois que je voyais mon père. Quant à maman, je l'avais simplement accompagnée à son travail. Le matin, elle aussi. Elle est partie tranquillement. Tout le temps quelqu'un disparaissait, il était arrêté et n'en revenait plus. Et aussitôt, son nom était rayé de l'annuaire du Kremlin. Quand les parents étaient arrêtés, leurs enfants avaient peur de dire à l'école que leurs parents étaient en prison. Et alors, les enfants n'avaient plus rien, pas de vêtements, pas de livres, de manuels. Tout restait dans l'appartement. Je me souviens très bien de la première fois où quelqu'un de l'immeuble a été arrêté. Nous habitions au 5e et eux, ils habitaient au 7e. C'était quelqu'un de très important, le commandant en chef de l'armée de l'air de toute l'URSS. Cette nuit-là, il a été arrêté. Et comme papa était son adjoint, il a assisté à l'arrestation. Papa en a parlé à maman par la suite et elle m'a tout raconté. Quand les hommes du NKVD sont arrivés pour arrêter son chef, papa se trouvait dans son bureau. Il avait un stylo par cœur. Il l'a donné à papa en lui disant « Ce sera un souvenir de moi ». Plus tard, papa a donné ce stylo à son fils. Je ne peux pas dire qu'on était amis. Je ne me rappelle même pas son prénom. Le matin, je me suis levée, je suis partie pour l'école. Quand l'ascenseur est arrivé en bas, je l'ai vu qui pleurait. Il était un petit peu plus âgé que moi. Sa nourrice était à côté de lui. Je lui ai demandé pourquoi il pleurait. Il m'a répondu qu'on avait arrêté son papa et sa maman. Sa nourrice m'a dit qu'il n'avait pas osé venir chez nous, mais on devait l'emmener à l'orphelinat. Quand les parents ont été arrêtés, on envoyait les enfants à l'orphelinat. Je suis immédiatement remontée à la maison et j'ai tout raconté à papa. Papa est descendu et est resté avec eux. Et moi, je suis partie à l'école. Papa a dit à la nourrice d'emmener ce garçon aussi vite que possible en Sibérie où elle avait de la famille. Papa lui a même donné de l'argent et ils sont partis. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé par la suite. La plupart des enfants d'ennemis du peuple étaient envoyés en orphelinat, parfois très loin de Moscou, et on leur imposait souvent de changer de nom. Recueillie par un oncle, Irina a pu garder le sien. Malgré ses 14 ans, elle parvient à retrouver la trace de ses parents. Ils sont détenus dans 2 prisons différentes. Chaque semaine, elle est autorisée à leur faire passer un peu d'argent. Pas pour longtemps. Quand ils se sont mis à refuser l'argent que je voulais transmettre à mes parents, alors tous les liens ont été coupés. Ils avaient disparu. Ils pouvaient avoir été fusillés.
Quand ils se sont mis à refuser l'argent pour maman en novembre et pour papa en février de l'année suivante, c'était un signal. Ou bien ils avaient été déportés, ou bien ils avaient été fusillés. Et au bureau du procureur, on répondait avec une phrase qui était devenue un stéréotype. 10 ans de bagne sans droit de correspondance. 10 ans sans droit de correspondance. 10 ans sans correspondance. Irina ne le sait pas encore, mais dans le langage du NKVD, ce sinistre euphémisme signifie que le condamné a été exécuté. Une exécution souvent précédée par d'abominables tortures. Un témoin avait pu voir Mouklevitch en prison au retour d'un interrogatoire. Quand il a vu Mouklevitch après un interrogatoire, il ne l'a pas reconnu, tellement il était mal en point physiquement. Vous imaginez ce qu'il a subi. Et moi, cette pensée me tourmente sans cesse. Staline, lui, n'est habité par aucun tourment. Il a éliminé d'une manière ou d'une autre tous ses rivaux. Ses adversaires, eux, ont été défaits depuis longtemps. Il est seul au pouvoir. Il détient tous les pouvoirs. Il n'est entouré que de marionnettes veules, obséquieuses, interchangeables. Il s'acharne pourtant dans son entreprise de mort, comme s'il voulait définitivement rabaisser l'homme au rang de bétail. La terreur est son métier, son oxygène. Il la justifie, il la revendique, avec un cynisme sans égal. Il la met en scène dans des caricatures de procès à grand spectacle, comme celui fait à Rykov et Boukharine en mars 1938. Vladimir Kouïbychev était dans la salle. Против которых они видели вот эти вот иезуиты и фарисеи, эти Иуды Искариоты и Василий Шуйский поднимают теперь свой голос подлинного советского патриотизма. Ce qui est stupéfiant, c'est que tous ces accusés avouaient tous ces crimes, coopéraient, se reconnaissaient coupables, ne protestaient pas. Ils disaient « Oui, un tel est un espion et moi je suis un saboteur ». Et si quelqu'un disait autre chose que ce qu'exigeait le procureur Vinshinsky, l'accusateur public, alors on ne lui donnait plus la parole. Et le lendemain, il parlait déjà d'une façon tout à fait différente. Ce qui veut dire qu'entre-temps, on s'était bien occupé de lui. Tout ce procès s'est déroulé suivant un scénario écrit à l'avance, comme les autres procès d'ailleurs. Staline aimait ces procès exemplaires. Les spectateurs sont priés d'applaudir au verdict. Il est lourd. 18 des 22 accusés, dont Rykov, sont condamnés à mort. Ils sont fusillés dans les heures qui suivent. Au même moment, loin de là, en Sibérie, où elle a été exilée, Natalia Rykova est arrêtée à son tour. Elle est condamnée à 8 ans de camp, puis assignée à résidence pendant 10 ans. J'étais principalement accusée d'avoir dit, plus exactement, de m'être livrée à de la propagande anti-soviétique, en affirmant que Rykov et ses camarades n'avaient rien fait de mal contre leur pays et contre le parti. Voilà de quoi on m'accusait principalement. Et il y avait aussi le refus de dénoncer. C'étaient les deux chefs d'accusation, propagande et refus de dénoncer. Je n'avais pas dénoncé mes parents. Le bilan de la terreur est énorme. En 2 ans, près de 700 000 personnes ont été exécutées. Et ce sont quelques 700 000 autres soviétiques qui rejoignent les camps du goulag pour des peines et des travaux forcés dont bien souvent on ne revient pas. Le maître et ses valets sont en route pour la place rouge, l'insignifiant Kalinine, le fidèle Molotov.
Mais le nabot sanglant, Yezhov, a rejoint ses victimes, tout comme Yagoda avant lui. Le nouveau maître des basses œuvres dorénavant, c'est Beria, un Géorgien comme Staline. La guerre avec l'Allemagne menace, mais Staline croit pouvoir l'éviter en négociant avec Hitler. Il songe déjà à une deuxième épuration de l'armée. Rompant le pacte germano-soviétique, Hitler attaque l'URSS le 21 juin 1941. Au même moment, Staline, dont les troupes battent en retraite, passe à l'offensive contre les responsables de ses propres armées. Yakov Smushkevitch est sur les listes. Mais il vient d'être blessé dans un accident d'avion. C'est donc à l'hôpital que Kaboulov, l'adjoint de Beria, va l'arrêter. Cela s'est passé 3 jours après son opération. Il avait été opéré. Il y avait tout un groupe, plusieurs voitures. Kaboulov était de la partie. Ils sont entrés dans le bureau où se trouvait l'infirmière de garde qui le veillait. On lui a demandé de sortir pour quelques instants. Elle est sortie. Et ensuite, quand on lui a demandé de revenir, papa était assis sur son lit et elle a vu qu'il était très pâle. Il s'est penché en avant. Il faut dire qu'il était très vigoureux et il a arraché le plâtre qu'il avait à la jambe. Il a arraché le plâtre et à ce moment-là, plusieurs hommes se sont jetés sur lui et l'ont empêché de continuer. On l'a mis sur un brancard qu'on venait d'apporter. Tout le monde se rappelle, même une fille de salle qui était là, qu'il a remercié le personnel et il a dit en souriant qu'il les remerciait beaucoup pour tous les soins qu'ils lui avaient apportés. Il a ajouté « Nous reprendrons le traitement dans quelque temps ». On a su plus tard qu'il se trouvait en prison au siège du NKVD. Il a subi des tortures épouvantables et pour lui, c'était encore plus pénible parce qu'il était malade. C'est Beria en personne qui l'a torturé au monastère Souranov. 2 ans et demi plus tard, Rosa et sa mère sont arrêtées. J'avais 15 ans quand j'ai été arrêtée. Il y avait une règle qui s'appliquait toujours dans nos prisons soviétiques. On séparait immédiatement les gens d'une même famille. Les frères, les sœurs, les parents, même les cousins éloignés. Mais sur notre dossier, il était écrit ne pas séparer la famille et c'était signé Beria. Vous savez, c'est vraiment une histoire paradoxale, spécialement pour notre famille. C'est incompréhensible. Comment expliquer cela ? Maman me disait « Ma chérie, ne cherche pas à comprendre. De toute façon, tu ne trouveras jamais la moindre explication. » Et nous sommes restés 8 mois en prison. Dans une cellule prévue pour accueillir 60 personnes, nous étions 120. Personne n'instruisait notre dossier. Un jour, au bout de 8 mois, on nous a convoqués et on nous a lu une résolution du tribunal. Maman, en sa qualité de membre de la famille, d'épouse d'un homme convaincu de trahison envers la patrie, et moi, en tant que fille d'un traître, étions condamnés à 5 ans de privation de liberté et de travail forcé dans des camps de rééducation par le travail, puis à la déportation à perpétuité. 1953, le tyran meurt dans son lit. Mais au goulag, on le pleure. Ceux qu'il a envoyés dans les camps sont persuadés qu'ils n'ont été victimes que de Yagoda, Yezhov ou Beria. Tout Moscou pleure aussi le dictateur. Des dizaines de personnes mourront étouffées dans des mouvements de foule pendant les obsèques. Même mort, Staline tue encore. Les premiers prisonniers, dont Rosa, sa mère et Natalia Rykova, sont libérés du goulag à la fin de 1953. Bien plus tard, des plaques commémoratives seront scellées sur les murs de la maison du quai, en souvenir de ses habitants assassinés. Timidement, les cimetières commencent à parler. Ici, un monument rappelle l'existence d'une fosse commune. Un peu partout fleurissent des inscriptions à la mémoire des victimes. On peut enfin citer leurs noms.
alors qu'hier encore il était interdit d'évoquer leurs souvenirs, comme s'ils n'avaient pas existé. Des associations sont créées pour tenter de recenser les morts, les disparus, ceux qui ont été expédiés au goulag. La tâche est difficile, le KGB est peu coopératif même après la dénonciation de Staline par Khrouchtchev en 1956. Au moins apprend-on quand et comment ont disparu certaines victimes. Ainsi, Irina, qui croyait sur la foi de renseignements officiels que ses parents étaient morts de maladie en prison. En fait, maman a été fusillée en novembre. Elle avait été arrêtée en mai. Elle a été fusillée en novembre, mais je ne l'ai appris qu'en 1956, quand elle a été réhabilitée. Papa, lui, a été fusillé en février, alors qu'il avait été arrêté en mai, lui aussi. Au camp, Rosa et sa mère croyaient Smushkevitch toujours vivant. À leur retour à Moscou, elles apprennent qu'il a été fusillé. Je suis reconnaissante envers Dieu et le destin qu'il n'ait été torturé que pendant 4 mois, parce qu'il a subi d'horribles souffrances. Tout cela est bien connu maintenant. Papa a subi le même sort que les autres, mais c'est plus douloureux pour moi parce que c'était mon papa et qu'il était blessé. Et c'est pour cela que maman et moi, on a toujours remercié le ciel que ça n'ait duré que 4 mois en tout. Natalia Rykova savait que son père avait été exécuté, mais elle ignorait ce qu'était devenu sa mère. Il y a environ 4 ans, j'ai réussi à entrer au KGB et j'ai pu consulter le dossier de ma mère. Voilà ce qui était écrit. À continuer à entretenir des liens avec l'ennemi du peuple Rykov, c'est-à-dire avec son mari. Verdict, peine capitale, exécuter la peine immédiatement. Aujourd'hui encore, les recherches continuent, mais les moyens manquent ainsi que les bonnes volontés. Nul ne sait exactement combien de personnes ont été fusillées ici, dans cet ancien champ de tir du NKVD à quelques kilomètres de Moscou. Combien de milliers de corps sont-ils enfouis dans cette immense fosse commune recouverte d'herbes folles? Le souvenir des morts, de tous les morts, plane sur la maison sur le quai. Des fantômes qui dérangent. Ils cohabitent mal avec les nouveaux habitants de la maison des morts qui aimeraient les oublier. Tragédie et richesse ne font pas bon ménage. Et bien sûr de nouveaux habitants dans la maison, des nouveaux Russes qui viennent d'emménager. Ces plaques commémoratives qu'on voit dans les halls d'entrée, ça les agace. Surtout qu'il y a déjà des plaques partout sur les façades. Ils disent « Qu'est-ce que vous fabriquez ?» On dira un cimetière, un crématorium ici. Арестована 9 июня 1939 года. По обвинению в шпионаже и участии в контрреволюционной организации приговорена к расстрелу 8 марта 1940 года. Приговор приведен в исполнение 9 марта 1940 года. Мирзаян Левон Исаевич. Арестован 23 мая 1938 года. Макридина Наталья Петровна. Арестована 26 апреля 1937 года. Je n'ai plus jamais rencontré des gens aussi remarquables que ceux qui étaient avec moi dans les camps. Je pense que les meilleurs d'entre nous ont été exterminés. Et nous en voyons maintenant les conséquences. C'est la cause principale de ce qui se passe actuellement dans notre pays. Et je ne parle pas de l'élite, des hauts fonctionnaires, des savants, des hommes de culture. Non, là-bas, il y avait des koulaks, des artisans, des gens qui exerçaient toutes sortes de métiers. Ils venaient de la campagne, de la Russie profonde,
Ils n'étaient pas de Moscou, ni des grandes villes, mais ils avaient une vraie culture et l'intelligence du cœur, indépendamment de leur profession. Il y avait des médecins, des savants, des paysans qui labouraient la terre. Dans un pays comme le nôtre, si fécond, si riche en talents, depuis des siècles, il n'y a pas un seul homme actuellement qui puisse devenir président. C'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. Et nous n'y sommes pour rien. Les responsables sont à chercher du côté de ce qu'on a fait de nous pendant ces 80 ans. C'est là toute la tragédie de notre pays et de notre peuple. Nous avons commis l'erreur de ne pas nous être repentis de toutes ces fautes. Tant que nous n'aurons pas accompli ce repentir, tant que nous ne l'avons pas éprouvé au plus profond de nous-mêmes, les générations d'hommes capables de faire renaître la Russie ne pourront pas faire leur apparition.